Bienvenue ici, au nom de la QDR Québec, une association de défense des droits des aînés. Alors, je ne sais pas si vous nous connaissez bien, mais on est très actifs dans la capitale nationale. Et j'ai laissé sur la table nos conférences. On a des conférences de haut niveau, vous allez voir, sur différents sujets qui touchent les personnes aînées. C'est gratuit. Alors, c'est vraiment une grosse opportunité. Mais aujourd'hui, je suis très heureuse d'accueillir Nathalie Paré. Bonjour. Qui est présidente du groupe Patrimoine et qui s'occupe aussi de l'humanité. Je connais Madame Paré depuis des années et cette femme est extraordinaire. On dirait qu'elle se refait constamment. Elle innove aussi. Alors, quand je vois qu'elle s'occupe des personnes souffrant d'Alzheimer, c'est toujours avec la notion on les fait évoluer. La maladie n'arrête pas la vie. Et vous allez l'entendre avec tout ce qu'elle va vous dire, ça va vous impressionner. Alors, vous avez un beau moment avec elle. Elle a une façon spéciale de présenter ces choses. Je pense qu'elle va ça va être participatif. Ouais. Mais je vous dis, vous allez vous en souvenir longtemps. Puis, souvenez-vous de la QDR, vous êtes les bienvenus. On est tout le temps dans les bibliothèques. On a choisi cette façon-là, mais on change de bibliothèque pour changer de coin de la ville. Mais on est là pareil. Prenez notre dépliant, puis venez-vous-en avec nous. C'est important. Alors, la parole est à toi, Nathalie. Merci, Judith. Quel beau mot provenant de Judith Gagnon. Honnêtement, c'est une belle fierté d'être avec vous aujourd'hui. Merci d'être venue pour cette conférence. Vous allez voir, comme Judith l'a dit, moi, j'ai une façon peut-être un peu différente de faire les conférences. J'aime ça quand ça soit dynamique, puis quand aussi ça soit participatif. Fait que j'espère vous rendre le contenu que vous aviez pensé. Je suis désolée pour le petit problème technique, mais à chaque fois qu'il y a des conférences, on dirait que ça vient avec. Il y a toujours un petit problème technique qui arrive et qu'il faut régler, mais je ne suis pas technicienne dans la vie, donc c'est un petit peu plus difficile. Fait que vous allez voir, je vais essayer de vous rendre le contenu de l'Alzheimer. Judith le dit, même si on a un trouble de la mémoire, maladie d'Alzheimer, maladie apparentée, la vie continue. La vie ne s'arrête pas. Mais il faut quand même avoir des outils et des moyens de pouvoir continuer à accompagner les gens autour de nous qui ont cette maladie-là. C'est un peu ça qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Mieux comprendre la maladie d'Alzheimer, les maladies apparentées. Une approche humaine et bienveillante, parce qu'il faut rester dans l'humain, on est des êtres humains. J'ai mis ma petite maison, puis je la mets souvent, ma petite maison, parce que c'est d'accompagner les gens du domicile. Et le domicile, pour moi, là, c'est un parcours. C'est du domicile. Chez nous, ça peut se transformer éventuellement vers un domicile RPA, vers une ressource intermédiaire, vers un CHSLD, mais c'est un parcours de vie qui fait qu'on accompagne la personne là-dedans. La notion de maison, qu'on soit n'importe où, là, c'est important que les gens continuent de se sentir comme chez eux, comme à la maison. C'est ça qu'on va tenter de voir aujourd'hui. Donc, je me présente officiellement, Nathalie Paré. Oui, je suis présidente du groupe Patrimoine. Ça fait 30 ans cette année. Ça fait quand même de longue date. Je suis infirmière de formation. Et j'ai toujours été passionnée par l'être humain. Moi, l'être humain, là, de savoir vraiment comment on est capable d'apporter des outils différents pour accompagner l'être humain, de le comprendre, d'essayer de voir comment on est capable d'améliorer les choses pour que les personnes puissent être bien dans leur quotidien, ça me passionne. C'est ça qui me fait vibrer. Et aujourd'hui, je suis capable de le vivre d'une façon différente, en faisant des conférences, en essayant de transmettre le plus possible cette passion-là aux gens. J'ai été aussi proche aidante de ma mère qui a eu la maladie d'Alzheimer pendant 12 ans. Elle est décédée en décembre 2024. Donc, j'ai pu, parce que je dis toujours, oui, je suis infirmière, oui, j'ai cette éducation-là, de pouvoir faire cette approche-là, mais quand on est dans une position de proche aidance, c'est différent. L'émotion est là, l'émotion embarque. On voit la personne près de nous changer.
on la voit modifier son parcours. Puis souvent, bien, on est comme, ouf, OK, qu'est-ce qui se passe? Fait que même si on a la profession, qu'on a les outils, il n'y a rien de parfait. C'est vraiment de l'ajustement. Et je suis administratrice aussi de la Fondation FAIT pour les aînés en situation de vulnérabilité. Je ne sais pas si vous connaissez. Avez-vous déjà entendu parler de la Fondation? C'est une fondation qui a été créée par le CIUS de la capitale nationale. C'est une fondation qui va avoir 40 ans en 2027, mais qui était très peu connue. Cette fondation-là, ce que ça a fait, c'est que ça aide les personnes en situation de vulnérabilité qui ont des besoins. Mettons, quelqu'un est à son domicile, a besoin d'un appareil auditif, n'a pas nécessairement les moyens de pouvoir se le permettre. Bien, il peut faire une demande à la Fondation pour que ça puisse être reconnu au travers d'une aide qu'on peut apporter, que ce soit pour des coupons repas, que ce soit... Donc, la Fondation, là, aide vraiment les gens en situation de vulnérabilité, qu'elle habite, là, dans la capitale nationale. Fait que c'est une fondation qui est venue vraiment me chercher et que je voulais en même temps faire grandir avec l'équipe en place pour qu'on puisse tenter le plus possible d'aider le plus de monde. Fait que si vous avez besoin de plus d'informations, à la fin, je vais rester, fait que je pourrai vous en informer. Juste pour vous dire, je reviens en arrière, on va passer 2 heures ensemble aujourd'hui. Mais on va avoir une petite pause de 15 minutes, parce que je trouve que c'est important, 2 heures, là, pour parler vraiment de la maladie d'Alzheimer, la maladie apparentée. C'est quand même beaucoup. Fait qu'on va avoir une petite pause de 15 minutes, là, où vous pourrez relaxer un petit peu. La première partie va être beaucoup de l'information que je vais vous transmettre sur l'Alzheimer. C'est quoi les troubles de la mémoire. Et la deuxième partie, ça va être une situation vécue, une histoire de vie. Okay, que je vais vous raconter, puis une histoire aussi vraie, qui est l'histoire de ma mère. Pour que je puisse vraiment vous faire des liens avec le processus qui a été vécu, puis comment ça a été vécu, puis ça a été quoi les outils qui m'ont permis de pouvoir avancer dans l'approche Alzheimer. Ça vous va-tu? Excellent. Good! Je bouge beaucoup, je vous avertis. Vous allez me voir bouger. Je fais un petit parallèle avec le milieu de vie humanité. Le milieu de vie humanité, Judith me parlait, moi je suis cofondatrice du milieu de vie humanité à Québec. Ça a été un milieu de vie qui a été créé pour la clientèle qui est vraiment pour les troubles de la mémoire, maladie d'Alzheimer, maladie apparentée. C'est un milieu de vie qui a été fait avec un concept comme à la maison. Un rez-de-chaussée, des oiseaux, de la stimulation, de l'occupationnel, des salles thématiques, un petit marché pour que les gens puissent continuer d'aller magasiner s'ils veulent, dans le but vraiment que les gens puissent garder le plus possible leur autonomie. Hein, parce que c'est important dans la maladie d'Alzheimer de garder le plus possible leur autonomie puis de ne pas faire à la place d'eux. Donc, le milieu de vie humanité a été conçu pour ça. Je l'ai mis parce que vous vous souvenez, au début, je vous disais, on part de la maison, puis à un moment donné, il y a une évolution. Il faut faire des choix qui n'est pas toujours évident. Donc, je voulais vous présenter un type de modèle qui existe, mais il y en a plein de beaux modèles de milieu de vie qui existent là, pour pouvoir venir vous aider là-dedans. C'est à quel endroit, ça? À Québec, À quel endroit? Le Bourgneuf à Québec. Les filles sont là. Je vous présente Suziane et je vous présente Ariane. Si toutefois vous avez des questions, ils vont être là, mais surtout pour vous parler d'un outil qu'on a créé également, que je vais vous parler à la fin. Fait qu'ils vont être capables de répondre à vos questions. Objectif de la conférence? Comprendre la maladie d'Alzheimer, les premiers signes. Le parcours et l'approche à travers un trouble de la mémoire. L'évolution des troubles. L'importance d'une approche centrée sur la personne. Position de la personne ayant un trouble de la mémoire. Tu sais, comment la personne se sent au travers d'une maladie cognitive. Un outil pour aider et guider les proches aidants lors d'un constat de trouble de la mémoire. Et on va finir ça avec une période de questions. C'est bon? Suzy, à 2h30, tu peux-tu me faire ça? Tout à fait. Peut-être un petit 5 minutes avant? Tout à fait. Good. Donc, avant de commencer, j'aime toujours savoir à qui je m'adresse, puis qui est dans la salle et quelle situation vous vivez pour que je puisse aussi ajuster en fonction des personnes qui sont présentes. Fait que j'avais 3 questions. C'est qui accompagne actuellement une personne avec des troubles de mémoire? Puis levez votre main si vous êtes à l'aise.
Parfait, quand même. Hein? Qui a accompagné une personne avec des troubles de mémoire? C'est bon. Puis qui a un doute sur un de leurs proches, qui a des signes de troubles de la mémoire? Parfait. C'est bon. Est-ce qu'il y a des professionnels de santé dans la salle? C'est bon. Good! Parfait. Fait que ça me permet vraiment de m'ajuster en fonction de qui est là. Et cette conférence-là, je la veux évolutive. Elle évolue dans le temps. C'est-à-dire qu'en fonction vraiment des questions que vous allez poser et même des informations que vous voulez avoir, moi, je l'ajuste pour que quand il va y avoir des autres conférences, que je puisse déjà l'ajuster en fonction de ce que vous vivez. Parce que vous êtes conscient, et je veux vous rendre l'information, hein, c'est un cas sur 3 de maladie d'Alzheimer, en 2027, fait qu'on parle vraiment d'un cas sur 3 de troubles de la mémoire. Moi, je suis de ceux qui disent, il faut s'en occuper pour pouvoir vraiment enseigner le plus possible aux gens, qu'est-ce que je fais quand j'ai un doute, qu'est-ce que je fais quand j'ai un trouble de la mémoire, c'est quoi mes options. Fait que plus on va rendre l'information, plus que les gens vont être outillés pour pouvoir être prêts à ce qui s'en vient. Fait que c'est ça mon objectif. Comprendre le trouble de la mémoire. Donc, le trouble de la mémoire, c'est une fonction cognitive, hein, c'est au niveau cognitif. On peut classifier les troubles de la mémoire en 3 grandes catégories. Il y a le trouble de la mémoire léger qu'on appelle. Il y a le vieillissement normal de la mémoire. Tu sais, ça arrive à tout le monde. Quand on vieillit, c'est naturel qu'on puisse perdre un petit peu la mémoire, puis qu'on s'en rende compte, mais que ça fait partie du processus du vieillissement. Il y a le trouble cognitif mineur ou léger. Il y a le trouble cognitif majeur ou la démence, la TNCM qu'on appelle, les troubles neurocognitifs majeurs, où ce que là, dans l'avancement de la maladie, mais ça devient plus important. Fait que je vais tenter de vous expliquer les 3 paliers pour que vous puissiez comprendre c'est quoi. Puis, je vous le dis, si vous avez des questions, allons-y au fur et à mesure. OK? Fait comme ça, les questions vont être fraîches, puis je vais pouvoir y répondre si vous en avez. En vieillissant, bien sûr, on a parfois de la difficulté à se souvenir d'un nom, des petits oublis bénins. On a aussi la difficulté à faire plus de tâches à la fois. C'est normal, hein? Ça fait partie du processus. Des fois, on va se dire, hey, OK, j'ai mis la pinte de lait, mettons, dans l'armoire au lieu du frigo. Ça ne veut pas dire que vous êtes atteint de la maladie d'Alzheimer. Ça m'est arrivé il y a 3 semaines. Là, j'ai dit, voyons, ça s'appelle de l'inattention. Par contre, si ça arrive 15-20 fois par semaine, là, il faut avoir un petit déclic. Mais ça peut arriver. Ces changements, ils sont légers. Ils n'affectent pas l'autonomie au quotidien. Fait qu'on voit vraiment que oui, ça arrive, mais ça fait partie du vieillissement. Ça vous arrive-tu des fois? Voilà. Okay. Ça, là, c'est à tout âge. Parce qu'il y a le manque d'attention qui est aussi présent. Moi, je suis un cas typique de manque d'attention. Fait que ça m'arrive. Qu'est-ce qu'un trouble neurocognitif léger? Je vous ai quand même sorti la belle définition là, qui est dit là, sur tous les sites, là, parce que je me suis dit, on va partir de ça, puis après ça, on va décliner. On va la lire ensemble, si vous voulez bien. C'est lorsqu'une personne présente de légers troubles de mémoire plus marqués que dans le vieillissement normal. Ces atteintes cognitives ne se répercutent pas sur le fonctionnement de la personne. Cette dernière réussit à vivre au quotidien et être autonome. C'est qu'on continue de faire nos affaires, mais des fois, il y a des petits manquements. La personne, elle peut gérer ses finances. Elle peut continuer à gérer ses finances. Elle peut cuisiner. Elle peut conduire. Elle éprouve des petites difficultés, des petites pertes de mémoire, des petits problèmes de langage, de concentration, mais rien de majeur. C'est bon pour cette partie-là? Oui. Good. Je vous donne quelques exemples de plus. Ça atteint des fois la mémoire et l'orientation. OK? Oubliez des rendez-vous. Si vous oubliez un rendez-vous, là, vous en oubliez un. C'est pas grave, ça fait partie vraiment de la concentration, où on s'est trompé. Mais si ça arrive 10 fois par semaine, là, c'est là qu'il faut se poser des questions. Vous comprenez la nuance? Oublier des conversations récentes, parfois des événements importants. Tu sais, ça nous arrive des fois de dire « Hé, Caroline, je me souviens plus ce que j'ai mangé avant hier. » Ça vous arrive, hein? Ça nous arrive à tous. Mais de ne pas se souvenir constamment, c'est là où, OK, on a un petit doute.
Avoir besoin de notes ou de rappels pour des tâches, se mettre des petits post-it, prendre de plus en plus de notes. Ça va aussi avec le vieillissement. Fait que c'est sûr qu'on va mettre des notes le plus possible là, pour se rappeler. Puis se sentir désorienté dans des lieux familiaux. Bonjour! Bonjour, venez vous asseoir. On a encore de la place. Oh, mon ami. Un ami à Judith. Ouais, Oui. tellement. Bonjour, ça va bien? Allô, allô. Donc, la fonction exécutive, c'est la difficulté à planifier des tâches plus complexes, comme la gestion d'un budget. Un budget, c'est complexe. C'est complexe d'emblée, là, mais ça peut être plus complexe. Ou faire une recette. Tu sais, des fois, on a une recette, là, puis là, on a de la misère à suivre les étapes de la recette, puis on a peut-être manqué une petite étape. Le langage, chercher ses mots fréquemment. On veut dire de quoi, mais ça sort pas. C'est plus dur. Utiliser un mot pour un autre. Des fois, on se dit, mais voyons, j'ai dit ça, puis ça m'arrive. Comment ça, j'ai dit ce mot-là? C'est pas ça que je voulais dire. Demander aux filles, ça arrive. Souvent les filles. Avoir du mal à suivre une conversation rapide. C'est que quand la discussion, le volume, le débit est rapide, là, ben, des fois, on peut avoir de la difficulté à suivre. Fait qu'il faut s'ajuster puis ralentir un petit peu. La capacité motrice, difficulté à effectuer des mouvements précis, des activités manuelles déjà apprises. Ça peut arriver que vous aviez appris des choses, mais qu'on oublie un petit peu la façon de le faire. Parce qu'on ne le pratique pas assez. Ça se peut. Le jugement et l'attention, diminution de la capacité de concentration. Bonjour. Un autre avis d'après moi. Je dis. Bonjour. Oh oui. C'est ça. Bravo. De toute façon, je les ai déjà vus dans le Ouais. Oui, c'est ça. Bonjour. Ah, c'est normal. Asseyez-vous, il doit y avoir de la place. Oui, tout à fait. C'est bon. Avez-vous un exemple de difficulté là, à effectuer un mouvement précis? C'était juste une... Oui, c'est que mettons que vous êtes habitué à la peinture. Okay, de la peinture, quelqu'un qui est artiste, qui fait de la peinture. Il va être capable de continuer à le faire, mais ça va peut-être devenir un petit peu plus difficile d'être précis au niveau de la dextérité, au niveau de la façon de le faire. Vous comprenez? Oui, merci. Fait que c'est là que ça vient plus préciser. Attention! Là, je voulais mettre vraiment mon gros point d'exclamation en rouge. Ça ne veut pas dire que si vous avez des symptômes, comme je viens de vous expliquer, là, que c'est un signe précurseur de la maladie neurodégénérative. Okay? Ça se peut que ça ne progresse pas vers un stade majeur. Et c'est là que je dis toujours, l'objectif, c'est qu'il faut que ça allume des lumières. Il faut qu'on se pose des questions. Puis dans le doute, là, consultez votre médecin. C'est ce que je dis aux gens. Je m'attendais à cette question-là. Je ne sais pas pourquoi, là. Je ne sais pas que je m'étais préparée, mais je me doutais que quelqu'un allait me dire ça. Puis vous avez raison, c'est pas facile. C'est pour ça que je vais vous donner et vous expliquer un outil en collaboration avec Humanité qu'on a sorti pour pouvoir venir aider à pouvoir mettre en place et pouvoir dire aux gens, si toutefois vous avez des situations, voici où vous pouvez vous référer. Okay? Puis on va le voir dans la deuxième partie. Puis ça, ben, je garde toujours la deuxième partie, parce que je me dis, bon, restez avec moi jusqu'à la fin. Il a fallu que je sois... je vais vous en parler tantôt. Mais c'est un bon point. Le trouble cognitif, le trouble neurocognitif majeur, ou TNCM, qui appelle dans le jargon scientifique et clinique, c'est une forme de démence. Ça, c'est la forme de démence avancée. On va le lire ensemble encore une fois. Ça, c'est la définition là, qui est battue. Okay? C'est lorsqu'une personne perd progressivement ses fonctions cognitives, que ce soit la mémoire, le langage, les capacités d'organisation, de planification, de jugement. Ces atteintes sont suffisamment importantes pour avoir un impact sur les capacités de la personne à faire ses tâches au quotidien. Avez-vous déjà entendu parler d'activités de la vie quotidienne? Hein? Oui. On aime beaucoup ça. Oui. Bien, vous avez tous des activités de la vie quotidienne. Vous faites des choses, vous faites la cuisine, vous faites votre lavage. Mais là, ça devient plus difficile. Et plus ça avance dans la maladie, ça peut devenir plus difficile. Et c'est là que vous avez besoin, ou que les personnes atteintes de la maladie
de troubles de mémoire ont besoin d'aide, ont besoin des proches aidants autour pour venir compenser et de venir les aider. On va le voir un petit peu plus loin. Ça va pour cette partie-là? Je vais vous parler des types, je vous ai sorti les plus grands types de troubles neurocognitifs. Parce que, vous le savez, la démence, là, il y a l'Alzheimer, mais il y a plusieurs types qui peuvent être possibles. Je vous ai sorti les plus grands là, qu'on a, les plus grands types qu'on a actuellement là, détectés. Il y a le trouble neurocognitif majeur léger que je vous ai parlé un petit peu plus tôt. Ces troubles ne compromettent pas la capacité de personne à mener des activités de manière autonome. Je vous en ai parlé un petit peu plus tôt. Les troubles neurocognitifs majeurs, ces troubles entraînent une perte progressive des fonctions cognitives. C'est le deuxième que je vous ai parlé. La plus commune, c'est la maladie d'Alzheimer. Et la maladie d'Alzheimer, la forme la plus courante des troubles neurocognitifs, caractérisée par des pertes de mémoire et de la difficulté de raisonnement. Mon raisonnement, là, devient plus difficile. Le jugement devient plus difficile. Juger une situation, ça devient pas facile. Ensuite, il y en a une autre qui existe, qui est la maladie cérébrovasculaire, qu'on appelle démence vasculaire. Vous savez, dans le temps, on disait beaucoup, et on n'aimait pas l'Alzheimer. Hein? L'Alzheimer, ça n'existait pas il y a plusieurs années. Mais on appelait, quand on avait des troubles de mémoire, la démence. Tout était de la démence. Là, aujourd'hui, ils ont spécifié un petit peu plus avec les études scientifiques qu'est-ce qu'était la forme de démence. Donc, la forme de démence cérébrovasculaire, ces maladies affectent la circulation sanguine. Okay, les petits ACV, là, qui peuvent se passer en lien avec, dans le cerveau et provoquent des symptômes similaires à ceux de la maladie d'Alzheimer. Okay, fait que ça peut être similaire. Mais ça, en rencontrant le médecin, en faisant des évaluations, bien, ça leur permet de pouvoir préciser le diagnostic. Oui, monsieur? Deuxième et troisième paragraphe, la différence, c'est quoi les difficultés de raisonnement? Oui. Ouais. Oui, l'Alzheimer, il y a vraiment des difficultés de raisonnement qui approchent, puis je vais vous l'expliquer un peu plus loin parce que je vais vous en parler. Fait que ça, c'est la grande définition, mais on voit vraiment que le raisonnement là, devient plus... c'est plus difficile, c'est de raisonner, de juger. Fait que c'est là vraiment qu'on se rend compte là, que ça s'installe. C'est que c'est plus... Mais entre le troisième et le quatrième, la maladie d'Alzheimer cérébrovasculaire, là, c'est au niveau vraiment de la circulation sanguine. Fait que c'est là que le médecin va préciser un peu plus avec la condition de la personne. Okay? Souvent, celle qu'on appelle démence vasculaire, il va avoir des bonnes journées. Puis il va avoir, tu sais, des fois on se dit, il y a une bonne journée aujourd'hui. C'est donc bien plus facile, on dirait qu'il n'y a rien, tu sais, ça se passe bien. Mais la démence vasculaire va faire ça. Il va avoir des bonnes journées, puis il va avoir des moins bonnes journées. C'est bon? Maladie encore de Lewy. On en a quelques-uns répertoriés. Cette maladie, mais elle se caractérise, j'ai de la misère à dire mon mot, par des hallucinations et des troubles de sommeil. Fait que les hallucinations, là aussi, vont s'installer. Il va y avoir des troubles de sommeil qui vont s'installer également. Fait que c'est deux caractéristiques là, qui sont plus précis. Il n'y en a pas tant, mais il y en a qui s'installent. La dégénérescence frontotemporale est une maladie neurodégénérative qui affecte principalement le lobe frontal. Okay? Puis ça, encore une fois, là, quand il y a un doute de diagnostic d'Alzheimer, consultez votre médecin. Votre médecin va vous faire passer des tests. Et souvent, ils vont demander un TACO pour aller voir vraiment quelle partie est atteinte. Fait que le frontotemporal, c'est là qu'ils vont voir si c'est atteint au niveau frontotemporal pour émettre un diagnostic. Elle se manifeste par des troubles de personnalité, du comportement, du langage et des difficultés cognitives. Les symptômes incluent le changement de personnalité. Fait que du jour au lendemain, là, la personnalité, là, tout autour, des problèmes de comportement. On a beau essayer des fois par rapport à l'approche, par rapport à notre façon de pouvoir approcher les gens pour essayer d'occasionner le moins de comportement possible, ça va se passer pareil. C'est plus difficile, l'approche. C'est bon? Et puis c'est souvent confondu avec d'autres maladies psychiatriques. La ligne est mince. C'est pour ça que le diagnostic devient un petit peu plus difficile. Mais elle se distingue par un déclin cognitif de fonction cognitive sans perturbation significative de la mémoire. Okay?
C'est un petit peu complexe, mais je voulais quand même vous les mettre pour dire qu'il y a quand même plusieurs types qui existent. Et c'est pour ça que le médecin devient important pour vraiment cibler le bon type, qui fait que pour les intervenants ou les proches aidants qui sont autour, ça nous permet vraiment d'ajuster notre approche en fonction du besoin. Nathalie, le médecin, Oui. c'est plutôt un neurologue. En fait, souvent, il faut qu'on commence par le médecin généraliste. Ouais, mais- Et le médecin généraliste va référer à un neurologue. OK, parce que c'est complexe. Oui, c'est complexe. Il y a la clinique de mémoire qui en fait beaucoup avec nos collègues de Dr Laforce. Dr Bouchard a été là pendant des années. Donc, la clinique de mémoire, là, c'est ce qu'ils font eux autres. Là. Ils reçoivent beaucoup les références des médecins pour pouvoir accompagner les gens là-dedans. Oui, On peut poser une question? bien sûr. OK. Je me questionne, peut-être ça va venir plus loin dans votre présentation, vous avez qu'à me le dire, je vous Oui. poserai la question plus tard. Mais en voyant les types de démence puis de pathologies que vous avez énoncées, ça me fait. Je me questionne sur les types de médication. Est-ce que, par exemple, j'imagine que la médication diffère selon une maladie. Par exemple, celle où il y a des hallucinations, je présume que la médication va aider à diminuer les hallucinations. Mais celle où il y a des problèmes au niveau de la circulation sanguine dans le cerveau, j'imagine que là, les zones du cerveau deviennent nécrosées. Comment on fait pour que la médication aide à quoi là-dedans? Est-ce qu'il y a de quoi d'ajuster en fonction de chacune des pathologies? Oui. Ou, En fait, oui. La réponse est oui. OK. Et la réponse est aussi, il y a de la médication qui existe comme les pages d'Excellence, qui ont sorti, qui ne guérira pas, qui ne traitera pas, mais qui va stabiliser les effets et les symptômes de la maladie. Stabiliser ou peut-être ralentir? En fait, ralentir est un bien grand mot parce que ce n'est pas juste ce facteur-là qui va aider. Puis ça, je vais vous en parler suite dans la présentation, au niveau que ce qui est important pour une personne qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer, c'est d'avoir un cercle aidant autour. Fait que toutes les approches, la médication, que ce soit la médication, que ce soit les approches, que ce soit l'accompagnement, que ce soit le fait que le proche aidant reste le plus possible dans quelque chose de connu, va avoir une influence sur son comportement. Ce que vous dites, c'est pas juste la médication. C'est pas juste la médication. Fait que je vais vous parler de ça plus loin. Puis écoutez, n'hésitez pas, toute question est bonne. Oui. La maladie comme de Oui. est-ce que ça ça rend agressif? Ça peut. Parce que quand quelqu'un rentre en hallucination, là, il voit des choses puis il est convaincu. Lui, là, il est convaincu qu'il les voit. Fait que quelqu'un va arriver aux côtés, là, puis il va essayer de le convaincre qu'il n'y a rien, là. Là, ça va augmenter le problème de comportement. Vous comprenez? C'est ça que je vais vous expliquer un petit peu plus loin, de rentrer dans l'histoire des gens à un certain niveau de la maladie devient important. Parce que ce qui va occasionner le problème de comportement, ça va être vraiment l'intervention qu'on va faire avec eux, l'approche qu'on va faire avec eux. Quelqu'un qui est convaincu, là, que, mettons, vous êtes son mari aujourd'hui, une dame, puis vous êtes son... elle est convaincue. Si vous arrivez et vous lui dites « je ne suis pas ton mari », ça va monter l'escalade. Vous comprenez? Fait que c'est des petits exemples comme ça que je vais vous donner. Ma soeur a de la misère parce qu'elle ne peut pas se faire aider parce que les intervenants c'est mon père. C'est ça. Et tout est dans l'approche aussi. Et que je vais tenter de vous rendre le plus possible cette façon de faire là, ces outils-là qui vont pouvoir vous aider. Oui? Est-ce qu'on connaît la cause de la maladie à cause de les... Pas tant. Je vais vous dire que l'Alzheimer reste encore pas inconnu, de plus en plus connu avec ce qui se fait comme recherche scientifique, mais les causes est encore très mal connues. Ce qu'on a, par exemple, aujourd'hui, c'est que de plus en plus que la population est en mode vieillissante, on en a de plus en plus qui se déclarent, puis plus jeunes, de plus en plus jeunes. Fait qu'on sait vraiment qu'il y a quelque chose qui se passe. Puis souvent, c'est déclenché par, mettons, une chute. C'est déclenché, il y a des éléments déclencheurs qui font que ça le pousse. Le gène est là, la maladie est là, la maladie adore, mais il y a des éléments déclencheurs. Fait qu'il n'y a rien encore qui confirme
C'est dû à quoi? Il y a beaucoup d'avancées scientifiques. Ça peut être déclenché par des commotions, des hémorragies. Ça peut. Ça peut. Mais on va y aller, puis vous allez voir dans l'histoire de vie que je vais vous raconter après. Vous allez comprendre les parallèles là, qu'il y a eu. J'ai pris une histoire de vie, comme je vous disais, qui était ma mère. Et elle, on dirait que son histoire a été mise sur ma voie pour que je puisse vraiment faire ces parallèles-là aujourd'hui. Fait que ça a été notre histoire que je vais vous raconter. Vous allez pouvoir faire des liens avec ce que je suis en train de vous dire là. Ensuite, il y a un trouble neurocognitif majeur de type mixte qui arrive aussi souvent, qui est, elle, est l'Alzheimer avec la maladie vasculaire, qui se trouve à être Alzheimer de type vasculaire, ce que ma mère avait. Okay? Fait que c'est pour ça que ma mère, il y avait des bonnes journées, il y avait des moins bonnes journées. Mais le déclin continuait de jour en jour. Des fois, ça stabilisait. Oups, ça repartait parce qu'il y avait une situation qui fait qu'un élément déclencheur. Vous comprenez? Plus que c'est stable, plus qu'ils sont dans un environnement stable, dans quelque chose de connu, et plus que ça va aider à pouvoir stabiliser. Mais ça ne marche pas pour tout le monde. Ça dépend des personnes. Cette classification, bien, ça aide à comprendre les différentes manifestations, puis des troubles neurocognitifs, puis les impacts de la vie quotidienne. Complètement. Je vous amène vers le parcours et l'approche à travers un trouble de la mémoire. L'évolution des troubles de la mémoire. L'approche. Je vous parle de l'approche AE, qui est une approche évolutive, qu'on a beaucoup mis en pratique dans un milieu de vie comme humanité. Okay? Parce que l'approche, en plus de la médication, est une approche qui va aider vraiment à maintenir la personne dans un environnement. Permettez-vous que je prenne une petite gorgée d'eau? Je suis en train de... je suis en train de faire la... Ça va-tu jusqu'à présent? Oui? Parfait. Good. On continue. Donc, l'approche, c'est plusieurs facteurs mis en place pour faire que ça peut avoir une belle réussite dans un milieu de vie. Puis un milieu de vie, c'est à la maison, hein, vous vous souvenez tantôt, je disais à la maison, RI, RPA, CHSLD. C'est partout, là. T'sais. Et ça, ces pratiques-là aident à se centrer sur la personne qui le vit. Puis aident à donner aussi des outils aux prochains aidants qui l'accompagnent. Eh bien, la photo. Que veut dire le AE? Le AE, ben, c'est l'accompagnement évolutif. Hein? C'est qu'on s'ajuste au fur et à mesure à la personne. Parce que la personne, elle change. Là. La personne qui est atteinte, là, elle va changer jour après jour. Elle va évoluer. Puis c'est ça souvent qui est difficile pour les prochains ans. De voir la personne qu'on a connue depuis toujours changer puis ne plus être pareil. Et ça ne veut pas dire que la vie s'arrête. Ça veut juste dire qu'elle, dans son cerveau, là, ça se mélange. C'est difficile. Elle ne comprend pas, elle ne suit pas toujours ce qui se passe. Fait que ça devient frustrant, là. Mettez-vous, tu sais, vraiment dans une position d'un proche, tu sais, d'une personne qui est atteinte, là, ça devient frustrant de perdre des mots, de ne pas savoir, puis de ne pas pouvoir être capable de vous dire ce qu'elle veut dire. Fait que c'est là que ça monte souvent, la frustration. L'amour, l'empathie, ça prend beaucoup d'amour, beaucoup d'empathie, beaucoup d'écoute. L'approche, l'expertise qui est autour, hein, toutes les personnes qui sont autour. L'aide, l'encouragement des proches aidants, l'encouragement de la personne qui a le trouble de la mémoire. L'altruisme, l'écoute, hein, s'aider entre nous. L'appui, l'enseignement, beaucoup d'enseignement. C'est beaucoup d'enseignement parce qu'on apprend dans une maladie, dans un trouble de la mémoire qui est encore très peu connu. Fait qu'on apprend tous les jours. L'amitié, l'émotion. L'émotion est importante parce qu'on vit plein d'émotions au travers de cette maladie-là. Puis l'assistance et l'espoir. Puis moi, de l'espoir, là, j'en envoie plein parce qu'il y a des beaux sourires, il y a des beaux moments, puis il y a des beaux moments de qualité qu'on peut recréer à travers ce parcours de vie-là. Notre approche avec une personne vivant avec un trouble de la mémoire, bien, notre approche fait totalement la différence dans une interaction. Tu sais, je vous expliquais tantôt, souvent, les problèmes de comportement peuvent être occasionnés sans faire exprès par nous autres. Parce que
on le fait d'une façon où la personne ne s'en attend pas, ou qu'elle ne comprend pas, ou que ça peut être difficile pour elle. Puis, je vous amène quelques outils là, qui peuvent vous aider. Okay? C'était ça mon objectif aujourd'hui, là, de vous donner quelques outils qui peuvent vous aider pour faire une approche qui est efficace. Le contact visuel. Le bon Dieu nous a donné, le bon Dieu nous a donné des yeux puis des oreilles. Je dis toujours aux équipes de travail, puis ça fait 25 000 fois qu'ils m'entendent, servez-vous de vos yeux, de vos oreilles. Observez qu'est-ce qui se passe. Écoutez qu'est-ce qui se passe pour voir comment la personne évolue dans sa maladie. C'est important. Donc, on se place en face d'une personne. Vous voyez la photo? Oui. Si elle aurait été comme la personne assise, puis la personne intervenante debout, elle n'aurait pas eu la même impact. Parce que les gens, avec le vieillissement aussi, à un moment donné, les yeux, là, ça devient de plus en plus difficile. Et qui ont besoin qu'on se mette à leur niveau. Visage rassurant et souriant. Quand on arrive devant la personne, il faut contrôler nos émotions. Il faut arriver calme. Il faut arriver serein. Il faut arriver avec un beau sourire, même si ce n'est pas toujours facile. Fait que ça va aider à la communication entre les deux personnes. Approche décontractée. Éviter l'intrusion rapide de l'espace personnel. Et ici, Ariane. Viens voir. Tu vas me servir de comment? Ariane, ça vous regarde là-bas. Là. Reste là. Regarde-moi pas. Puis là, j'arrive, je dis, Ariane, viens. Qu'est-ce qu'elle va faire? OK, là, je suis bousculée. Qu'est-ce qui se passe? Mais par contre, si Ariane, je la prépare ma main, puis je dis, Ariane, viens avec moi. La personne va venir naturellement, vous comprenez? La personne ne soit pas comme bousculée dans son environnement. Fait que tout est dans l'approche avec la personne atteinte de maladie d'Alzheimer. Parce qu'elle, là, est dans son monde, est dans ses idées. Et si on arrive, c'est quand qu'on peut occasionner un problème de comportement, puis qu'on peut occasionner de l'anxiété. Et là, ça devient difficile par la suite avec l'approche. Merci, Ariane, t'es firme. Ajuster le ton et le débit de voix. On a des personnes, des fois, qui parlent fort. Quand je parle fort, là, c'est difficile pour une personne qui est atteinte de troubles de la mémoire. Là, est-ce qu'elle est fâchée? Est-ce que j'ai fait quelque chose qui n'est pas correct? Là, ça génère full question parce que le timbre de voix est, pour elle, menaçante. Vous comprenez? Fait que d'arriver vraiment avec une voix douce va vraiment faire une différence dans l'approche. Vocabulaire simple. Phrase simple. 3 mots, 4 mots. Pas trop des grosses phrases. Et une à la fois. Parce que la personne, vous vous souvenez au début quand je vous disais de suivre des conversations, là, ça devient de plus en plus difficile. Ben, elle se retrouve dans cette position-là. C'est pour ça que plus que c'est simple, plus que ça va vous aider à garder une communication et une compréhension de sa part plus claire. Évitez de tester la mémoire. Il y a quelque chose d'assez frustrant. Moi, j'ai mon fils là, aujourd'hui de 27 ans, là, puis il est parti à me faire ça. Là. Hey, je suis là, calme-toi! Il est parti à me dire, ouais, mais maman, c'est ça que je t'ai dit, ou c'est ça que je t'ai nommé il y a 2 semaines, tu t'en souviens pas? Je dis, hey, ben, moi, dis-moi les pas. Dis-moi les pas. Ça, c'est pas mieux, mais répète-le. C'est pas grave. Ben, vous comprenez? Fait que des fois, les gens testent, tu sais, pour comme se dire, mais écoute, non, là, tu perds la mémoire. Non, mais c'est assez frustrant de se faire dire ça. On s'en rend compte, t'es pas obligé de me le dire. C'est un peu ça. Ça vous arrive-tu des fois? Oui, hein, c'est ça. Ça arrive à tout le monde. Éviter l'infantilisation. Hein, de prendre les personnes pour des enfants. Ils ont une dignité. C'est des adultes accomplis. Ils ont une expérience de vie. Ils ont eu souvent une belle carrière. Ils ont élevé des enfants. Ce n'est pas des enfants. C'est des adultes. Ils veulent être traités en adultes. Et ça, c'est un des points qui est le plus frustrant pour les personnes. Juste une petite question. Oui. Comme ça, ma copine a dit un frigidaire pour les toasters.
on va pas là, on dit pas, ben là, allô, on va pas là. On va pas là. Merci beaucoup. On va pas là. On rentre dans l'histoire des gens. Merci. Tu sais, les gens, avec l'évolution de la maladie, vont transformer les choses, vont oublier, tu sais, des mots, vont aller pas là. Tu sais, au pire, vous l'apprenez. Viens ici, Ariane. Votre garde, viens à vous. Votre question, monsieur, est excellente. Je l'adore. Si elle dit, ben, votre enfant dans le toaster, vous pouvez juste la hey, viens avec moi, on va aller dans. Puis que c'est un frigidaire, mettons. Viens avec moi, on va y aller dans le frigidaire ensemble. Vous comprenez? Merci. Vous recadrez, mais pas menaçant, d'une façon différente pour pas qu'elle se sente persécutée par le fait que vous la reprenez. Un gros merci. Oui. Maman, elle vient en CHSLD depuis 3 mois. Oui. Et souvent, quand elle parle comme si, en haut, va chercher le matelas en bas pour coucher. Elle pense qu'elle est encore à son logement. Bon, moi, je la recadre doucement, tu sais, avec l'humour. Est-ce que c'est correct ou je la laisse comme c'était chez elle? Moi, je pense que c'est bon de la ramener en CHSLD. Là, j'ai dit, non, maman, t'es au foyer du moelleux. C'est correct? En fait, c'est qu'elle est dans son milieu de vie, elle est dans sa maison. Puis vous allez voir avec l'histoire de vie que je vais vous raconter tantôt, là, ça va faire plein de parallèles. C'est que les gens, là, je vous disais en début, là, quand le processus de la maladie augmente, ils vont naturellement mélanger plein de choses. Ils vont la maladie d'Alzheimer, on régresse. Hein? Fait qu'ils vont se souvenir souvent de des choses qui régressent par dizaines d'âges. Fait qu'à un moment donné, vous allez disparaître comme fille. Vous allez peut-être devenir sa sœur. Vous allez peut-être devenir sa tante. Vous comprenez? Fait que pour eux autres, ils y croient, là, dur comme fer. Là. Je la recadre pas pour dire non, t'es aussi HCD ou Non. Je la laisse dans sa maison. T'es chez toi ici, viens, on va aller dans ta chambre. Puis je vais vous expliquer un petit peu comment que l'impact peut être différent selon comment vous aussi préparez la chambre quand il y a un transfert. Je peux vous en parler tout de suite. Là. Moi, ce que je dis toujours aux gens, puis tu sais, ce qu'on a vraiment travaillé fort là-dessus, là, en équipe, c'est que quand les gens font le déménagement, tentez d'organiser les lieux le plus possible comme c'était à la maison, avec des points de repère. Sa douillette qu'elle connaît depuis toujours, ses cadres qui étaient à peu près installés de la même façon dans la chambre, la chaise qui est aussi à peu près installée de la même façon comme c'était, le positionnement des meubles. Un vieux meuble là, qu'elle connaissait depuis longtemps, là, emmenons-le. Vous comprenez? Puis même dans un CHSLD, il y a moyen de pouvoir ramener des petites touches avec quelque chose qu'elle reconnaît depuis longtemps. Et ça va aider à la transition pour qu'elle puisse garder ses repères. Et ça va prendre quand même un certain temps. Ça fait combien de temps? Ça fait 3 mois? On met déjà, elle commence à se sentir mieux. Oui, c'est encore restant 3 mois. Entre 3 et 6 mois, là, pour dire que tranquillement, ben, son milieu va venir sa maison, totalement. Et une consigne à la fois. Tu sais, parce qu'on tente de garder nos gens autonomes. On ne veut pas faire à la place d'eux. Parce qu'on veut qu'ils restent autonomes. Comme monsieur, mettons, vous ne direz pas, va te faire une toast, va chercher le lait dans le frigidaire, puis après ça, va prendre ta douche. Non. Une chose à la fois, parce qu'elle va retenir la dernière consigne. Fait qu'on y va vraiment avec une consigne à la fois. Un coup c'est fait, on en donne une autre. Pour les guider, puis pour les accompagner. Et non pas pour faire à la place d'eux. De cette façon, ils vont tenter de garder leur autonomie le plus longtemps possible. C'est bon? Oui. Ça va bien? Oui. Je suis dans le temps, Suzy? Il est présentement 14h17. Ah, maudine. OK, j'accélère. Vous voyez que je suis une passionnée de l'humain, hein? Fait que servez-vous de vos yeux et vos oreilles. Les yeux. L'observation. Observez les comportements de la personne qui est en face de vous. La personne, là, elle va avoir inévitablement des changements dans sa façon de parler, dans sa façon d'être, dans son non-verbal. Fait que permettez-vous vraiment de pouvoir regarder puis d'observer, puis d'aller voir les signes de compréhension. Souvent, il va aussi avoir de l'incompréhension
dans l'état de la personne qui va augmenter l'anxiété. Fait que vous allez le voir, l'anxiété va être de plus en plus présente. C'est pas ça qu'on veut. Fait que ça va vous permettre de vous ajuster en fonction de votre approche. OK? S'il y a des signes de douleur, des fois, là, c'est des signes de douleur. Fait que ça se peut qu'il y ait une douleur qui soit là. Ça se peut qu'il y ait une douleur de présence, mais ils ne sont plus capables de le nommer. Ils ne sont plus capables de le reconnaître. Fait qu'il faut être à l'affût de ces signaux aussi. Puis être à l'écoute de la personne afin de s'adapter le plus possible à ses besoins. C'est bon pour ça? Oui. Les oreilles, être à l'écoute. Souvent, quand on a une personne atteinte de trouble de la mémoire, comme je vous disais un petit peu plus tôt, on tente de le faire à la place d'eux ou de parler à sa place. Parce que ça ne sort pas totalement, c'est plus difficile, c'est plus long, surtout quand on est avec un groupe. Mais tentez de les laisser parler le plus possible. C'est important qu'ils puissent garder les acquis, même s'ils sont capables de sortir 2-3 mots. Ben, c'est important. Souvent, ce que ça va occasionner, c'est qu'il va y avoir du retrait d'un groupe, hein, parce que les gens vont s'en apercevoir. Mais il y a moyen de vraiment constituer un groupe pour que les gens puissent accepter les personnes qui vivent avec des troubles de mémoire. Parce que le trouble de mémoire fait partie du vieillissement de la population. C'est d'être flexible. Parce qu'à tous les jours, là, oui, je reviens avec vous, à tous les jours, là, ça va demander de votre part de la flexibilité. Il n'y aurait pas de journée pareille. Ça va changer. Et ça vous demande vraiment de vous adapter au fur et à mesure. Oui? Si la personne oublie qu'elle a vu un musicien aujourd'hui, qu'elle a parlé à beaucoup de monde, qu'elle a eu du plaisir, tu lui parles 3 heures plus tard, elle dit qu'elle a oublié. Est-ce que ça se pourrait qu'elle ait, dans son inconscient, elle soit heureuse malgré qu'elle ait oublié? Oui. C'est ça que je pense aussi. Tout à fait, parce que c'est... Elle s'en souvient pas, mais elle a l'air heureuse. Elle le sait. Je pense que oui. Elle est épanouie. Elle s'en souvient pas. Elle vit des moments, mais elle ne sera pas capable de vous le décrire. Mais elle va être bien. Elle s'en souvient pas. Oui, ça peut arriver régulièrement. Oui, c'est spécial. C'est spécial. Nathalie, Et se permettre d'essayer. Oui. spécialiste quand on dit la mémoire émotive est la dernière à quitter les gens, c'est ça? Comment? La mémoire émotive est la dernière à quitter les gens. Oui. La mémoire émotive, là, je trouve ça beau. La mémoire émotive est la dernière à quitter les gens. OK. La mémoire émotive, c'est la dernière chose qui quitte les gens. Tu sais, fait que les gens, là, le sentent. C'est pas nécessairement qu'ils s'en souviennent, ils s'en souviendront pas, mais ils sentent qu'ils sont bien, ils sentent qu'ils sont entourés. Puis on va vous l'expliquer un petit peu plus tard, là, avec la slide là, de tout le monde autour. Là, vous allez voir que les gens leur ressentent, mais ne se l'expliquent pas. Hein? Merci, Suzy. Les mots sages. Adapter son approche considérant la personne. L'histoire de vie. Nous autres, l'histoire de vie, là, c'est un outil extraordinaire pour nous. Parce que l'histoire de vie, là, ça s'adapte en fonction du vécu de la personne. Tout le monde a une histoire, hein? On a tous une histoire. On a vécu des choses. Bien, c'est important de pouvoir considérer l'histoire de vie, puis de pouvoir s'en servir comme beau moment dans le parcours de la personne. Parce que ça nous aide aussi à faire des approches différentes. Mettons, quelqu'un a toujours aimé les chevaux. Hein? C'était sa passion quand il était jeune, les chevaux, parce qu'on se souvient que ça va être régressif. Là. Fait que les gens vont se souvenir très clairement de des affaires qui se sont passées à 30 ans, mais ne se souviendront pas ce qu'ils ont mangé la veille. Hein? On se souvient de ça. Fait que s'il y a 30 ans, là, elle faisait des compétitions de chevaux, là, ben, elle va vous en parler. Quand ils vous parlent de quelque chose, c'est parce qu'ils ont vécu quelque chose par rapport à ça. Fait que tentez de l'alimenter pour soit mettre des images de chevaux, des choses qui vont vraiment y rendre le sourire, puis y rendre la joie de vivre. Un des éléments, c'est beaucoup la musique. Hein? Dans les activités, là, la musique, là, ça l'apaise, mais pas la musique boum, 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 tu sais ce qu'on fait aujourd'hui. Il faut se rappeler que les gens régressent, fait que c'est de la génération qui est plus ancienne, là, fait que c'est de la musique de l'ancien temps. Les gens s'en souviennent. Les gens, là, des fois, là, vous allez être surprise parce qu'ils vont se mettre à chanter des chansons, mais ils ne sont pas capables de se souvenir de telle chose qui s'est passée il y a 48 heures. C'est comme ça, là. Parce qu'ils oublient le présent, mais ils se souviennent de où ils sont rendus dans leur épisode de vie, ici et maintenant. C'est bon? Oui.
Entrer dans son histoire aidera à mieux faire l'approche. C'est-tu facile pour les prochains aidants, ça, vous pensez? Non. Oh que non. C'est tough. C'est difficile. Parce que, si je prends les enfants, ben, vous avez connu vos parents d'une certaine façon. Mais là, ils changent du tout au tout, puis probablement qu'il vit des épisodes que vous n'étiez pas né encore, puis que vous ne connaissiez pas de son histoire de vie. Fait que là, il va faire des choses que vous vous dites, mais voyons, où ça vient, ça? Exemple, je le donne tout le temps. Il mangeait des fraises en panier à l'âge de 25 ans. Mais il en mangeait plus à l'âge de 60, 70. Mais il recommence à manger des fraises. Ça se peut. Les essais-erreurs. Permettez-vous de faire des essais-erreurs selon son histoire de vie. Et ça va vous donner des petits outils pour faire une approche qui va être différente avec la personne. Puis comment faire le deuil de notre proche de ses habitudes de vie que nous connaissons? Pas facile, hein? À chaque jour qu'on voit vraiment que la personne change, que c'est différent, il faut se mettre dans la position de la personne pour accepter le changement. Exemple, il y a le sentiment aussi de culpabilité. Hein? On va le nommer comme ça. Quand il y a un proche qui est atteint de la maladie d'Alzheimer, où on se dit, qu'est-ce que je peux faire de différent? 5 minutes? Qu'est-ce qu'on peut faire de différent pour changer les choses? Il me semble que je serais capable d'en faire plus. Puis là, je m'en mets sous les épaules. Je m'en mets sous les épaules, puis ça devient difficile. Puis je veux pas trop que ça paraisse. Je ne demanderai pas trop de l'aide. Puis là, ça devient tough. Mais il faut demander de l'aide. Il ne faut pas rester tout seul là-dedans. Puis ce deuil-là, il va se faire de façon progressive. Et encore une fois, la vie ne s'arrête pas. Elle se construit juste de façon différente. Puis il faut s'adapter à la situation. Adapter son proche considérant la personne, ben, c'est un travail d'équipe optimal. Hein? On ne fait pas ça tout seul. En impliquant toutes les personnes significatives autour. C'est important. Un ou plusieurs proches aidants. Quand on a plusieurs, on en profite. On essaie de se séparer. C'est l'accompagnement. Ça peut être la famille élargie. Un nièce avec laquelle on est proche, ou quelqu'un d'autre qui s'occupe de la personne puis qui vient aider. L'équipe en place pour le maintien à domicile, hein, parce que vous savez qu'il y a le CIUS qui peut venir aider à domicile avec une demande. Fait qu'il ne faut pas hésiter à faire la demande si on a des besoins. Dans les RPA, on a l'équipe qui est autour, RPA, ARI, CIUS. L'équipe qui est autour, il ne faut pas hésiter aussi à en faire la demande. Les intervenants aussi du CIUS qui vont à domicile, puis réviser régulièrement les plans d'intervention et les évaluations. Ce qui est malheureusement pas fait, à mon avis, encore assez. T'sais, parce que c'est changeant, hein? C'est évolutif. On se rappelle, c'est évolutif, ça va changer. Et que qu'il y a un changement, bien, il faut s'assurer que toute l'équipe ensemble, incluant les prochains aidants, qu'on revise la façon dont on peut le faire, la façon dont on peut faire l'approche. Et ça, c'est gagnant pour la personne qui souffre de troubles de mémoire, mais c'est gagnant aussi pour le prochain aidant qui l'accompagne. L'importance d'être tous ensemble autour de la personne, hein, le centre de l'univers de la personne. Même message, même approche, ça a une meilleure efficacité pour accompagner la personne. Intervenant, médecin, ami, CIUS, prochain aidant, famille, conjoint, nièce, frère, soeur. Toutes les personnes qui gravitent autour, là, c'est important de se parler pour envoyer le bon message à la personne qui est atteinte. Fait que c'est beaucoup d'éducation. Je vous le disais au début, hein, il y a beaucoup d'éducation à faire. Parlons maintenant du prochain aidant. Oui. Je vous ai mis la définition concrète du prochain aidant. On va la lire ensemble. Une personne proche aidante est toute personne qui apporte un soutien de façon continue ou occasionnelle à un membre de son entourage, famille, amis, présentant une incapacité temporaire ou permanente en raison d'un âge avancé, d'une maladie ou d'un handicap. Ce soutien non professionnel vise à maintenir la qualité de vie de la personne aidée. Et que la personne là est là pour vraiment accompagner, guider, mais parfois aussi pour compenser un manque d'une personne qui est avec des troubles de la mémoire. Et c'est cette partie-là qui est difficile pour le prochain aidant. Parce que la ligne, là, est mince, où on doit se dire, OK,
là, j'ai besoin d'aide et je ne dois pas craindre de demander de l'aide. Au contraire, tu sais, il y a des ressources qui est possible, puis ça serait possible vraiment de pouvoir aller les chercher. Qui peut être un proche aidant? Souvent le conjoint, hein? En habitant avec la personne qui compense quand même beaucoup dans le quotidien de la personne. Amis, frères, sœurs, enfants. Souvent, ben, pour les proches aidants qui sont des enfants, ben, des fois, il faut accompagner les deux. Hein? Parce que la personne qui est en trouble cognitif, puis que son conjointe qui a 70, 80 ans qui doit compenser, c'est pas toujours facile. C'est pas toujours simple. Puis de pouvoir accompagner aussi pour que l'approche puisse être plus facile, bien, c'est beaucoup d'apprentissage. Fait qu'il faut le faire de façon graduelle et de façon quotidienne. Et on est prêt, Judith? Oui. On est prêt? Oui. On continue comme ça? Le thème des voix est correct? Là, je vais essayer de me tenir plus là pour ne pas être trop dans le... Là, je suis correct, là? OK, good. Vous me guidez. Je vais être correct. Fait qu'on continue. Je m'en viens avec mon histoire de vie. Maman était belle, hein? Oui. Ah, ce qu'elle était belle. Ah, merci, c'est gentil. Mais elle était belle, tellement belle dame, souriante tout le temps, apaisée. C'était extraordinaire, l'histoire que j'ai vécue avec elle. Et j'en fais une histoire de cas aujourd'hui pour faire des parallèles avec ce que je vous ai dit. Puis d'ailleurs, je veux vous le nommer, il y a une dame qui est venue me voir et elle me dit, je ne sais pas si vous avez écouté le reportage avec France Baudouin. Oui. Oui, c'était bon, hein? Ah oui, c'était bon. Puis la musicothérapie, là, quand je disais tantôt un petit peu plus tôt, là, c'est extraordinaire. France Baudouin. Est-ce que la QDR a mis le lien sur le site de la QDR, Judith? De France Baudouin? Oui. Non, mais... Est-ce que ça pourrait être peut-être une... C'est quelqu'un dans l'assistance qui me dit ça pourrait peut-être être bien de le nommer. Fait que je pense que ça pourrait peut-être aider à comprendre que la musicothérapie là, a un effet là, extraordinaire chez les personnes. Oui. On voyait avec Grégory Charles, Tossancar, Jérémy Télé, en 8 épisodes d'une demi-heure, on voyait comment la musique... Ça fait un effet extraordinaire. Puis moi, ma mère, ça a changé sa vie dans son parcours d'alternance. Et je vais vous en parler. Nathalie, on a fait une conférence, Joseph me rappelait l'année dernière, sur la musicothérapie. Ah, c'est extraordinaire. Ça a des effets. Nous autres, on le teste à tous les jours. Là. On le vit à Humanité parce que la musicothérapie fait partie de notre milieu de vie. Il y en a tout le temps. Les gens, là, on dirait qu'ils oublient plus de danser. Tu sais, c'est naturel. Hein, Judith, t'es venue à quelques reprises, t'as vu la magie qui se passait, là, puis des gens, tous les niveaux de la maladie, là, qui s'impliquent, c'est incroyable. Oui, parce qu'au niveau de la musicothérapie, j'ai eu l'expérience, mon père faisait de la démence vasculaire, oui, qui était dans une ressource, et un dimanche après-midi, il y a quelqu'un qui est venu faire de la musique. Ça fait que moi, j'ai invité quelqu'un à danser, et on a vu les gens se lever, puis danser autour de la... Puis j'ai même eu une invitation. Incroyable! Savez-vous, je vais faire du pouce sur ce que vous dites. Vous savez, tantôt, je parlais vraiment du non-verbal, hein, des gestes. Bien là, ce que vous avez fait, c'est que vous avez parti du mouvement. Oui. C'est quoi les gens ont fait? Ils ont embarqué dans ce mouvement. Tu sais, fait que pour eux autres, là, ils vont vraiment se fier à ce qu'ils voient pour embarquer dedans. C'est merveilleux. La musique a vraiment un effet extraordinaire. C'est fou. C'est fou. Mon histoire de vie, histoire de cas. Ma mère, elle s'appelait Louise. Elle était femme au foyer. Ma mère, elle n'a pas travaillé, elle s'est occupée de nous autres quand on était jeunes. C'était une femme au foyer. Elle a perdu son mari, mon père, qui est décédé d'un infarctus à l'âge de 68 ans. Déjà un an. Elle a malheureusement trouvé, en arrivant de faire des courses, mon père était décédé. Oups, premier choc. Ça a été vraiment le choc de sa vie, de trouver mon père décédé. Elle avait à ce moment-là 63 ans. Elle habitait à côté de nous. On avait acheté une maison pour que mes parents puissent être proches de nous. Fait qu'elle avait ses petits-enfants proches, l'entourage, on l'a entourée suite au décès de mon père pour qu'elle puisse se sentir seule et dépasser le carreau.
Surveillez-moi, là, je vais passer le corps. Fait qu'elle habitait à côté de chez nous. Elle a pu retrouver quand même un certain équilibre avec ses petits-enfants autour. Moins de 5 ans plus tard, puis probablement qu'il y avait des signes, là, mais elle les cachait bien, ces signes. Elle tentait qu'on s'en aperçoive pas. Elle essaie vraiment de camoufler toutes les petites affaires qui étaient différentes pour pas qu'on s'en rende compte. Parce qu'au début, c'est ça, hein? Les gens font que les gens autour ne s'en rendent pas compte. Et qu'ils essayent vraiment de camoufler un petit peu les affaires. Mais moi, de 5 ans plus tard, ben, on a remarqué des pertes de mémoire, bien majeures, des oublis de nom. C'est un petit peu ce que je vous expliquais tantôt. Là, ça s'installait de plus en plus. Jusqu'au jour où que la voisine m'appelle. La voisine, elle sortait souvent avec maman pour aller faire des commissions, puis c'est maman qui conduisait. Elle n'avait pas de voiture. Fait qu'ils sortaient faire des commissions ensemble. Elle m'appelle, puis elle me dit, Nathalie, je ne sais pas comment dire ça, mais on a brûlé 2 stops aujourd'hui, puis une hier. J'ai dit, OK. Je dis, ouais, c'est arrivé juste aujourd'hui ou ça arrive? Ben, elle dit, l'autre fois, c'est arrivé, mais je me suis dit, une fois, c'est peut-être une erreur. Hein, comme on se disait tantôt, ça peut arriver. On a tous brûlé un stop de temps en temps. C'est juste moi qui ai fait ça. Il n'y a pas de police. Est-ce qu'il y a de police dans la salle? Donc, là, j'ai dit, bon, OK, ouais. Ça s'en vient un petit peu plus important que je pensais. Et je me suis mis à observer, à regarder un petit peu plus là, ce qui se passait, questionner un petit peu autour, hein, parce qu'elle avait quand même, elle allait au bingo, tu sais, c'est le bingo, hein, le bingo est important dans sa vie. Là, ça m'a amené comme plein de questions, tu sais, je me suis dit, bon, comment je fais, parce que je ne veux pas détruire la relation de ma mère avec la voisine, parce qu'avant de voir la voisine, si je dis que la voisine me parlait, comment je fais ça? Tu sais, c'était compliqué. Fait que j'ai observé pendant un certain temps, mais pas trop longtemps, parce que là, c'était sa vie et la vie, tu sais, des autres qui étaient en danger. Il fallait que j'agisse, il fallait que je fasse de quoi, je le savais. Mais comment? Puis c'est ça qui se passe là, quand ça arrive, là. C'est des situations comme ça. Fait que dans la même période avec mon fils, peut-être quoi, une semaine plus tard, on s'en va faire des courses, moi et mon fils au centre d'achat. Fait qu'on était dans le stationnement, et là, j'entends la tôle froissée. Je dis, c'est quoi ça? Je dis à Sam, qu'est-ce qui se passe? Ça retourne. Il dit, maman, c'est grand-maman. Je dis, comment c'est grand-maman? Il dit, ben oui, elle est en train de rentrer dans les petits poteaux, tu sais, des petits bonhommes en béton, là. Ouais. Puis elle est en train de rentrer, de tout graffiner son auto, puis de passer ces bonhommes en béton. Je dis, ouf, là, la malinette est à temps. Tu sais, là, on n'a pas le choix, il faut marcher. Donc, c'est dans l'histoire, ça a été l'élément déclencheur pour que moi, je réagisse à ça, qui n'est pas facile, parce que là, ça allait créer plein de changements dans la vie là, de ma mère, et dans ma vie à moi, la prochaine âme. Tout allait changer, là, parce qu'il fallait que j'intervienne. Et c'était mon devoir d'intervenir comme fille. Fait que là, il y a plein de questions qui sont venues. C'est quoi les prochaines étapes? Puis je suis dans le métier, là, je vous rappelle que ça fait 30 ans que je suis dans le métier. Ça fait 30 ans. Mais là, l'émotion embarquait, là. J'étais dans l'émotion, là. Comment faire l'approche avec la personne pour lui faire part de mon inquiétude? Comment je dis ça, maman? Que je t'inquiète sans mettre les autres dans le trouble. Qui peut nous aider? Comment je peux faire? Puis beaucoup de questions qui étaient dans le désordre. Là. Ça venait, mais tout de suite, là je ne répondais pas. Fait que ce que j'ai fait, là, je me suis dit, ben là, il faut que je mette ma mère en sécurité puis les autres. Je me suis dit, comment je peux le faire sans qu'il y ait un impact sur sa famille? Parce que si je m'en vais dire que c'est moi qui veux l'empêcher de conduire, elle va m'en vouloir, puis mon côté prochainement va venir de plus en plus difficile. Puis la même chose pour la voisine. Fait que j'ai appelé le médecin. Puis j'ai expliqué au médecin qu'est-ce qui se passait et mon inquiétude. Le médecin n'a pas le droit de nous dire, mais je l'ai au moins avisé parce que je savais que ma mère allait la voir la semaine suivante. Et je dis, écoute, j'ai vraiment besoin de t'exprimer mon inquiétude là, par rapport à ce qui se passe. Fait qu'il faut falloir vraiment qu'il y ait un examen de conduite qui est fait parce que je ne la trouve pas en sécurité, puis les autres ne sont pas en sécurité. Fait qu'elle dit, parfait Nathalie, c'est entendu. Fait que ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a suspendu son permis de conduire temporairement, le temps qu'elle puisse aller reprendre, parce qu'il y a des petits tests de conduite avec la SAC, hein, je sais pas si vous êtes au courant. Il y a des petits tests de conduite avec la SAC. Fait qu'elle est allée une première fois à la SAC, elle a échoué. Bon, on s'en doutait.
Fait que là, il a laissé 1 mois pour se pratiquer avec quelqu'un qui avait son permis de conduire, qui était moi, ou mon frère. Et qu'on allait la pratiquer. Et on voyait bien que ça ne marchait pas. C'était difficile, les pédales, puis tout. C'était difficile. Elle ne se souvenait plus comment briquer. Elle ne se souvenait plus comment accéder. C'était pas facile, là. Elle est retournée. Elle a échoué une 2e fois. Fait que là, il a dit, bon, ben parfait, là, on vous laisse une dernière chance. Encore 1 mois. Pratiquez-vous. Puis après ça, on prend la décision finale. Et bien sûr, la 3e fois, ça a duré 5 minutes. Il a dit, écoutez, on ne peut plus. Mais la responsabilité n'est pas venue la mienne, n'est pas venue celle de la voisine. C'est le médecin qui a enclenché le processus. Fait qu'elle n'avait pas de coupable à trouver, vous comprenez? Elle ne tentait pas de trouver un coupable. Elle l'a pris difficilement. Parce que le choc de perdre son véhicule, là, c'est une perte d'autonomie là, qui est incroyable pour les personnes. Là. Mais on a pu refaire les choses différemment pour qu'elle puisse comme, trouver une certaine autonomie dans un espace et un lieu où on l'a dirigée par la suite parce qu'elle avait de plus en plus besoin d'aide. Fait que là, il a fallu que je fasse part de mon inquiétude. C'est sûr qu'elle était dans le déni. Hein, puis il fallait que j'accompagne aussi mon frère aussi qui était là-dedans. C'est pas toujours facile, tu sais, en famille, tu sais, puis on en parlait tantôt avec quelqu'un où des fois, il y a des situations familiales où c'est pas facile, on ne voit pas la personne, notre personne, supposons notre père, notre mère, notre soeur, au même niveau que d'autres membres de la famille. Et moi, ce que je dis toujours, ça a une importance parce que c'est important de pouvoir vraiment s'arrimer. Je vous expliquais tantôt, hein, d'être tous là pour la personne qui est au centre. Mais ça demande beaucoup d'éducation. Puis qu'on tente le plus possible d'amener tout le monde au même endroit pour qu'ils puissent voir le besoin de la personne. Et ça, c'est pas toujours facile. C'est pas toujours simple. Ça demande vraiment beaucoup de rigueur à essayer vraiment d'accompagner les familles là-dedans. Fait que parallèlement à ça, j'ai débuté les étapes avec le médecin pour qu'il puisse avoir une évaluation. Mais ça ne se fait pas en 24 heures. Hein? Fait que c'est des étapes. Tranquillement, on a fait des étapes. Le médecin lui a fait part tranquillement qu'elle aurait besoin de se relocaliser, qu'elle ne pouvait plus nécessairement rester dans sa maison tout seule. Parce que là, elle n'avait plus mon père pour compenser. Moi, j'y allais, mais je ne pouvais pas être là 24 heures sur 24. C'était difficile, même si elle était proche de chez nous. On avait quand même tout le monde des choses du fait que je ne pouvais pas être avec elle tout le temps. Et ça devient quand même très inquiétant qu'elle puisse rester tout seule. Donc, parallèlement à ça, le mandat général, j'ai fait la demande de mandat général pour aider ma mère, pour l'accompagner, pour compenser, pour quand elle allait être rendue là, puis qu'elle ne pouvait pas gérer ses affaires tout seule, mais que je puisse prendre la relève, le mandat d'aptitude aussi avec le notaire, pour qu'on puisse tranquillement prendre la relève, si toutefois elle ne devenait plus apte. Mais j'allais à la caisse avec elle toutes les semaines, elle faisait ses petits retraits, ça allait bien. Oups, à un moment donné, elle avait oublié son numéro, on n'était plus capable de rentrer, je compensais. C'est évolutif, hein? Mais qu'on compense tranquillement. On essaye de les aider, de les accompagner, mais on compense tranquillement. Fait qu'en fait, ce que c'est arrivé, c'est qu'il a fallu prendre la décision de pouvoir déménager ma mère et de l'emmener dans une APA. Une APA où elle pouvait retrouver son autonomie à l'intérieur de la RPA. Parce qu'à la maison, ça devenait difficile, elle ne pouvait plus conduire. Mon père n'était plus là. Elle avait quand même beaucoup de limitations. Elle n'était plus capable de faire son lavage une fois sur 2. C'était difficile. La nourriture, on s'apercevait vraiment qu'elle mangeait une fois sur 2. Mais quand tu veux t'impliquer, ils deviennent fâchés parce qu'ils sont encore autonomes et le savent, ça crée des réactions. Fait que là, on s'est dit, parfait, hey, maman, on va aller visiter les nouveaux appartements. Les appartements là, super bien organisés, au goût du jour, tu sais, parce qu'on rend ça, tu sais, comme positif pour que la personne veuille embarquer. Puis là, tu vas te faire des amis, il va y avoir des amis autour, puis tu vas être capable vraiment de te créer un environnement à toi. Puis quand on va aller te voir, ça va être des moments de qualité qu'on va passer ensemble. Pas pour gérer ton lavage ou pour, tu sais, gérer la nourriture ou pour, on va passer des moments de qualité. Alors, embarquer là-dedans, pas sans réticence. Parce que la première visite, ça a été, oh, non. Ah, sais-tu, cette personne-là, là, il est fin. Il me semble que je retournerai la voir tranquillement. On est retourné une deuxième visite. Oui? J'avais une petite question comme ça. À partir du moment qu'elle avait accepté de déménager, ça a pris combien de temps
avant qu'il y ait le déménagement et qu'elle trouve une place? Un mois. Un mois? Oui, ça a été rapide. OK. Oui, ça a été quand même assez rapide. Un mois était déménagé. C'est été vite. Oui, ça a été déménagé, puis c'était fait, puis elle était rendue dans une RPA. Ou que j'ai pu la maintenir pendant 7 ans dans son appartement 3,5. Ah oui. 7 ans. Pourquoi? Parce qu'on est venu compenser les services autour. Puis graduellement, on est venu vraiment l'entourer au travers de où elle habitait. Mon frère était là. Mon frère, il m'aidait à sa façon, comme il pouvait l'aider. Vous savez, tantôt, je vous disais que dans une famille, là, c'est pas tout le monde qui est à l'aise. Il y en a, là, que c'est pas parce qu'ils veulent pas. C'est parce que c'est trop prenant. Tu sais, il y en a, là, que de rester tout seul avec une personne atteinte de la mémoire, là, c'est quoi je voulais dire? Quoi je vais faire avec elle? Ça me fait de la peine. Oui, toutes ces émotions-là se vivent. Oui, tu es moins capable de passer au travers de ça. Fait que là, on se compensait de façon différente. Par contre, quand j'avais besoin de parler, de ventiler, je l'appelais. Puis là, il m'écoutait. Là, as-tu besoin de quelque chose? Tu veux-tu que j'aille? Vous comprenez? C'est des rôles qu'on se donne de façon différente. Quand on est seul, ça devient rapide. Vous comprenez? Fait que c'est ça qui est comme plus facile quand on peut s'entourer, puis pas nécessairement de notre famille proche. Il y a moyen de s'entourer aussi des gens qui sont à l'intérieur, mettons, d'une résidence. De faire confiance aussi à ces gens-là. Puis quand on arrive dans un autre milieu, là, il n'y a rien de parfait. Hein? Il n'y a rien de parfait dans un milieu. C'est de la flexibilité, c'est de l'ajustement, puis c'est un travail d'équipe. Et tout le monde, il faut travailler ensemble pour que ça puisse être facile. J'ai vu une main levée. Oui? C'est pas la première fois que j'entends parler de l'impact sur l'alimentation. Est-ce que c'est parce que la dégénérescence ou les changements au cerveau fait en sorte que ça touche la sensation de faim? Plus tard dans le processus. C'est juste que moi, le fait qu'elle ne mangeait pas, c'est que de un, elle mangeait des affaires rapides parce qu'elle était toute seule. Tu sais, quand on est tout seul, là, on ne se fait pas de la gastronomie. Hein? Bon, là, c'est-tu parce qu'elle n'est pas capable de s'en faire ou parce que pour elle n'a pas le goût de faire à manger pour une personne tout seule? Fait que là, on compensait avec des petits plats, mais on s'apercevait qu'avec des petits plats, elle mangeait. Fait que là, possiblement que c'est parce que ça devenait difficile de pouvoir se faire à manger. Tu sais, je vous disais tantôt, une recette là, devient compliquée. Mais je vous garantis que la dernière tourtière que j'ai mangée à ma mère, là, ça a été un autre élément déclencheur où on s'est dit, OK, elle avait remplacé le sel par le sucre. Tu sais, on a tout mangé. On a essayé de tout la manger, mais pauvre petite, elle était tellement fière de l'avoir accompli. Tu sais, tu peux pas perdre, tu sais, tu peux pas faire perdre. Mais on a mangé, peut-être pas tout, mais on en a mangé. Mais c'est là que ça devient un petit peu plus difficile. Fait que la décision d'habiter en RPA, ben, ça fut évolutif. Elle a vécu une belle vie pendant cette période-là. Il y a eu des hauts, des bas, là, parce que là, c'est là où la maladie, avec le processus de la maladie, ben, tranquillement, ça a décliné, on a ajusté, on a compensé, mais elle a pu quand même être maintenue quand même un bon bout de temps, jusqu'à temps où on puisse. Oui? Dans les RPA, c'est bien beau, mais je veux dire, c'est pas toutes les RPA qui acceptent les maladies d'Alzheimer. Non. À un moment donné, moi, j'ai l'exemple de ma sœur, quand elle restait d'un bon RPA, puis quand ça a été le temps elle était à l'hôpital parce qu'elle avait tombé. Et ils n'ont pas voulu la prendre d'après. Fait que là, ça a été encore un autre processus, de trouver une autre place. Puis, oui, puis ça fait partie du parcours. Puis en plus, c'était dans le temps de la pandémie, fait que quand elle a déménagé, on ne pouvait même pas aller la voir. Non, c'est pas simple. Il est mort 2 semaines après. Ça, on ne devrait pas revivre ça. Ça, là, il faudrait que ça soit banni. Puis je pense que le ministère a compris quelque chose d'essentiel. Je suis pas sûre qu'elle a compris ça. Mais en fait, c'est qu'il ne faut pas empêcher les prochains ans d'être là. Les prochains ans, là, c'est la bouée de sauvetage. C'est le point de repère de la personne qui est d'accord.
C'est la dernière personne qui devrait être écartée de ce processus-là. C'est sûr que quand il y a des virus, hein, comme la gastro, comme nous autres, on conseille d'éviter. Si le prochain an veut venir, on lui donne des consignes de savoir comment se protéger pour pouvoir faire des visites quand même. Oui? Est-ce qu'on sait si les aidés, ils ont conscience de leur diminution? En début de maladie, oui. Et il y a des petits moments aussi de... Moi, maman, ça a été long. Avant qu'il y a un moment où tu te dis, elle a-t-elle encore conscience ou pas? Ça a été long avant qu'elle perde cette conscience-là. Elle s'en apercevait. Tu sais, elle se disait tout le temps, « Ah mon Dieu, je suis pas capable. Ah, je suis un fardeau pour toi. Ah, je suis... » Tu sais, ces mots-là, là, on les entend, là, parce que les gens, c'est la dignité, là. Ils veulent pas, tu sais, ils veulent pas nous déranger. Ils veulent pas nous déranger, puis ils veulent pas qu'on change notre vie. Mais ça fait partie du parcours, puis on a des besoins. Fait qu'eux autres aussi ont des deuils à vivre, puis ils s'en rendent compte de ces deuils-là jusqu'à un certain moment. Surtout au début de la maladie. Tout à fait. Je vais vous l'expliquer un petit peu plus loin. Combien de temps il me reste, Suzy? 20 minutes. Je pensais pas avoir assez de contenu pour vous autres pour 2 heures. Hein? On n'est pas payé, mais oui? À quel moment on peut parler d'aide médicale approuvée pour une personne qui sait qu'elle est diagnostiquée avec le Alzheimer et puis, donc, ensuite maintenant, c'est accepté, mais à quel moment ça peut s'inscrire, elle peut signer des documents avec éventuellement... à tout moment, à partir du fait qu'elle a un diagnostic. Du moment où elle a un diagnostic, c'est une discussion qu'il faut qu'elle ait avec son médecin. Okay? Et quand que vraiment ils ont toute leur conscience pour prendre la décision, là, ils peuvent signer les documents. C'est sûr que pour les situations de troubles de mémoire, maladie Alzheimer, la ligne est encore grise. On est comme, on peut pas, on peut, ça dépend des médecins qui accompagnent. Fait que ça va rester encore un petit peu ça. Là. Officiellement, on peut, mais officieusement, c'est plus difficile à atteindre. Est-ce qu'il faut absolument que ce soit un neurologue quand vous dites le médecin? Il faut que ce soit aussi... Le médecin général. Ça peut être un généraliste. Ah? Une EPS. Oui, aussi. Fait que oui, ça peut être un médecin généraliste. Tu sais, parce que c'est pas tout le monde qui sont capables d'être pris en charge par des gériatres ou par un neurologue. Tu sais, c'est pas tout le monde qui est capable d'avoir cette chance-là de pouvoir avoir accès à un professionnel qui est plus spécialisé. On continue. Donc, jour après jour, ben, c'est ça. Elle perdait ses repères, de plus en plus chaque jour, même dans l'appartement. Fait qu'on tentait vraiment de compenser. Moi, ma mère, elle avait un TOC. Tu sais, il arrive toutes sortes de situations. Elle, dans sa vie, elle a toujours eu la crainte de manquer d'argent. Hein? On a toujours eu cette crainte-là à un moment donné, mais elle, là, c'était son focus. Elle gardait des petits coussins, elle gardait le petit format écureuil, là. Elle gardait ça dans son congélateur dans un bois de laine. Nous autres, on a trouvé ça là, après. Mais si on ne savait pas ça pendant. Fait qu'elle, là, l'argent, là, à chaque fois que j'y allais dans la résidence, elle me disait, Nathalie, donne-moi de l'argent, Nathalie, donne-moi de l'argent, Nathalie, donne-moi de l'argent. Au début, elle était quand même capable de gérer ses affaires. Mais là, plus je lui en donnais, puis je disais, voyons, maman, tu sais, c'est quand même beaucoup d'argent, moi, que je te donne. Qu'est-ce que tu fais avec cet argent-là? Tu es nourri, tu as le logement, je t'amène toutes les commissions que tu as besoin, on les achète ensemble, tu as la petite épicerie où tu peux marquer sur ta facture en bas, puis on paye une fois par mois. Tes médicaments, je les gère. Fait que là, je ne comprenais pas ce qu'elle faisait avec tout cet argent-là. Mais maman a toujours eu le cœur sans main, fait que elle devait donner de l'argent. Je n'ai jamais réussi à comprendre. Fait que là, ce qu'on s'est dit, mais elle, quand je n'en donnais pas, là, elle était fâchée. Après moi, là, elle ne voulait plus me voir, là. T'es pas fine, tu me donnes pas d'argent. T'as moins cet argent-là. Elle a raison. J'essayais de la protéger, tu sais, pour pas non plus qu'elle dépense d'une façon inutile. Et là, j'ai trouvé l'équipe extraordinaire parce que, Luciane. J'ai compris aussi rapidement en étant dans le fond de travail d'une RPA, qu'on ne pouvait pas faire les enfants tout seul, que c'est important de se reposer chez les gens. Maman, ce que j'ai beaucoup appris aussi, c'est que ça évolue, hein, ça change. À un moment donné, il y a eu l'incontinence urinaire, ça n'a pas été facile.
Il y a des deuils, moi, que je faisais aussi par rapport à ça. Tu sais, c'était pas simple, mais il fallait que j'apprenne là, au travers de ça. Tu sais, des fois, j'arrivais, son vêtement était sale, il y avait une tache. Mais elle ne voulait pas le changer. Elle était bien, elle, la mère. Et là, je me suis dit, ça dérange qui? Ça me dérange-tu moi? Ou ça dérange ma mère? Ma mère était bien heureuse avec sa tache sur le vêtement. Vous comprenez? Fait que des fois, il faut se remettre en question aussi en tant que prochain aidant à dire, ça dérange qui se passe ça? Si elle a le sourire, puis qu'elle a l'étincelle dans les yeux, là, puis qu'elle est de bonne humeur, là, ouais, il faut choisir nos batailles. Hein, on disait ça souvent, choisissons nos batailles. Oui? J'avais trouvé intéressant votre remarque, mais moi, je m'occupe de ma mère. Oui. C'est dans RPA, puis c'est justement l'approche pour les soins d'hygiène. Fait que j'essayais d'aider le personnel à mon occupant. Là, elle a commencé à refuser, à prétexte, j'ai fait ce matin, j'ai fait hier, je sais que c'est pas le cas, mais j'accepte, mais à un moment donné, c'est juste quelqu'un qu'on accepte que l'autre fait. À un moment donné, c'est une question de bien-être, mais aussi de Oui. C'est un très bel exemple. Ouais. Très bel exemple. On va se lancer là-dessus un petit peu. On appelle, il y a beaucoup de méthodes de déviation qu'on appelle. Tu sais, de pouvoir faire, vous dévier vraiment sur. Je vous explique le cas de maman. À un moment donné, on a dû prendre une décision, puis dans la résidence, elle s'est en allée dans l'unité, en milieu de vie, en bas. Moi, j'avais choisi une résidence où je savais qu'on serait capable d'aller le plus loin possible. Okay? Jusqu'à temps qu'elle soit rendue un jour à aller en CHSLD, parce que je savais qu'au niveau clinique, étant donné que c'était vésiculaire, qu'elle allait avoir besoin de plus d'accompagnement médical. J'avais choisi vraiment en connaissance de ses besoins. Et quand on l'a descendu en bas, c'est clair qu'à un moment donné, on est venu à l'étape où elle criait, elle ne voulait plus que les gens rentrent dans l'appartement, elle ne voulait plus se laver. Et vous savez ce que je vous disais tantôt, et c'est erreur. Il y a tout le temps des bons timings dans une journée. C'est là qu'il faut être flexible. Si elle ne veut pas, elle nous dit, ça se peut qu'elle ait des quarts, des demi aveugles. C'est de prendre les bons moments pour pouvoir le faire. Tu sais, cette fameuse horaire, là, 8 heures le bain, midi, dans la maladie d'Alzheimer, là, il faut déroger de ça. Il faut y aller vraiment selon son histoire de vie, puis selon ses habitudes de vie aussi. Quelqu'un, là, moi je dis toujours aux équipes, là, quelqu'un qui a été habitué de se réveiller, qui est un couche-tard, qui se couche à 2 heures du matin, puis qui se lève à 10 heures, 11 heures le lendemain, essayons pas de rentrer dans les habitudes de vie, de se lever à 8 heures du matin. On va avoir des problèmes de comportement du souris. C'est important aussi de regarder l'histoire et les habitudes de vie de la personne de 1 et de pouvoir y aller avec les essais erreurs et de pouvoir aussi utiliser des petites stratégies. Moi, maman, ce que j'avais découvert, c'est qu'elle aimait beaucoup ça, tu sais, faire prendre soin d'elle avec les ongles et tout ça, mais qu'elle savait, là, puis elle avait détecté à un moment donné que quand on allait à la douche, qu'on lavait les cheveux, on faisait des ongles. Comprends? De vraiment trouver c'est quoi sa petite passion, là, son petit dada là, qui fait que ça va faire la différence dans l'approche que vous allez avoir avec elle. À un moment donné, je me suis rendu compte que quand on la amenait à la douche, souvent on se déshabille à la douche, hein, on se met tout nu. C'est ça. Mais pour elle avait froid, mais elle n'était plus capable de le nommer. Fait que là, elle criait, elle s'opposait, elle ne voulait pas. Et quand j'ai compris que juste de mettre une serviette plus chaude sur elle et la découvrir au fur et à mesure, c'est venu régler le problème. Parce que les autres n'aiment pas être nus devant une personne. Vous comprenez? C'est des petits gestes comme ça, avec des essais erreurs, qui souvent, vous allez comme détecter la bonne façon de rentrer, qui peut marcher 2 semaines, qui peut marcher 3 semaines. Là, on recule, puis on réessaye autre chose. Elle aime beaucoup, mettons, le jus d'orange. Ben, c'est quoi d'amener un verre de jus d'orange au conteneur puis de dire, hein, regarde, on va prendre une petite pause. Prends-en. Vous comprenez? De trouver des petites astuces qui fait qu'on va pouvoir dévier son attention vers autre chose. Comme je donne juste un exemple à l'humanité. On a installé des télés dans les salles de bain spa. Hein, Judith a visité. On a
des télés dans les salles de bain spa, puis on a des télés aussi dans le salon de coiffeur. Pourquoi? Parce que les soins d'hygiène, les soins à la personne, c'est ce qui est le plus difficile rendu à un certain stade de la maladie de pouvoir faire. Et ce qu'on dit aux familles, faites des clés USB, mettez de la musique, mettez des photos de famille, mettez un film que la personne a toujours aimé, et que ça donnera un outil qu'on pourra se servir si toutefois le soin d'hygiène est difficile pour que ça puisse être un moment apaisant. Et quand je parle de trouver des petites façons, là, c'est de trouver vraiment ses passions, là, ces petites choses qu'elle va rester encore connectée. Mais il n'y a pas de miracle. C'est bon? Ça répondait à votre question? Il y avait quelqu'un d'autre qui avait levé la main. Oui? Oui. Juste, quand vous parlez de l'anecdote du chandail avec la tâche, là, il arrive souvent des situations comme ça, on se demande toujours comme si c'est vraiment grave ou c'est pas grave. Puis moi, quelque chose qui m'a beaucoup aidé, c'était que les gens qui m'avaient dit, demandez-vous si c'est juste dérangeant ou dangereux. C'est quand il arrive quelque chose, fait que là, cet événement-là, c'est juste dérangeant un peu ou c'est vraiment dangereux. Puis là, toi, tu dis, bon, ça, je le laisse aller ou je l'interviens, mais il y a tellement de petits événements qu'à un moment donné, on ne sait plus. Oui, puis c'est un bon point. Ça m'a beaucoup aidé à gérer, parce qu'à un moment donné, il y en a tellement qu'il faut que tu laisses passer des choses. Je ne sais pas si ce que vous avez compris ce que la dame a dit, mais c'est de se poser la question, est-ce que c'est dangereux ou ça me dérange? Hein, c'est-tu vraiment dangereux pour la personne? Et si la réponse est non, ben c'est là où il faut. Tu sais, se dire, bon, ben, regarde, la petite tâche, là, on va vivre avec. Parce qu'elle passe un beau moment. Tu vas-tu aller dire, hey, maman, là, change-toi de chandail. Elle va dire, tu peux me laisser tranquille avec ça? Il est correct, mon chandail. Là, l'escalade va monter. Là, ça va créer un problème de comportement souvent. C'est ça. C'est un bon point. Dans le fond, elle est restée, dans le fond, dans son milieu de vie en bas, dans le milieu de vie de soins, jusqu'à ce qu'un jour, elle chute. La chute fait partie du processus de la maladie. Hein. Souvent, c'est des chutes qui vont arriver, jusqu'à des décisions qu'il faut qu'ils se prennent, puis c'est un élément déclencheur. Délirium. Avez-vous déjà entendu le mot délirium? C'est que là, ils se désorganisent totalement. L'escalade, le comportement, problème de comportement s'installe. Là, pour eux autres, là, sont comme, là, ça demande l'ajustement de la médication. Ça prend souvent une évaluation gériatrique pour voir vraiment où la personne se situe dans la maladie, puis de voir s'il faut prendre d'autres décisions pour la suite. Fait que ma mère, elle s'est rendue vraiment jusqu'à ce point-là, où j'ai dû prendre un recul puis me dire, bon, elle a eu quand même une belle vie, elle a quand même passé 8 ans à la résidence, maintenant son besoin n'est plus ça, donc je dois faire le processus pour voir et trouver un CHSLD qui est proche de moi. Qui était à 10 minutes de chez nous, qui était l'hôpital Saint-André-Beaupré, je ne sais pas si vous connaissez, qui est le CHSLD où j'ai travaillé dans le début de ma carrière, où on avait parti vraiment le département d'unité prothétique qui appelait dans ce temps-là. Qui est un beau milieu de vie, puis où je connaissais les gens déjà, fait que ça me sécurisait de pouvoir vraiment l'amener dans un milieu CHSLD où je connaissais les gens. Puis, parce que moi, je savais que plus que ça allait aller, plus que j'allais devoir être présente. Il fallait que je raccourcisse le temps. J'ai été chanceuse, elle a eu une place rapidement. Fait que ça a été quand même assez rapide parce qu'elle était en mode d'urgence. Puis elle a été référée par le gériatre de Saint-François. Donc, on a pu vraiment la relocaliser quand même assez rapidement, où on a réaménagé la chambre, et elle a resté là 3 mois. Okay, 3 mois où elle a pu vivre quand même une vie, elle était encore dans son adaptation, hein, parce que c'est en 3-6 mois facile, là. Elle était encore dans son adaptation, mais c'est là où je l'ai accompagnée là, pour que je puisse être là avec des moments de qualité, parce que tout le reste était compensé par l'équipe qui était sur place, qui était extraordinaire. Le reste, là, des fois, j'y allais pour donner son bain parce qu'elle s'opposait à l'équipe, elle ne connaissait pas, il y avait du changement dans l'équipe, c'était difficile. Fait que j'arrivais, hop, là, je réussissais. Fait que, c'est un travail d'équipe. Hein. Des fois, en tant que proche, on ne réussira pas nous autres mêmes. Mais il y a un fit qui va avec un employé, avec quelqu'un d'autre, mais il faut bénéficier de tout ça. Les fits, là, il faut les mettre à profit. Fait que c'est des essais-erreurs. Il me reste combien de temps, Suzy? Ça va. Fait qu'on a pris la décision vraiment de l'installer. Fait que tout le monde, on l'accompagnait. Les décisions sont parfois difficiles, ça crée des réactions.
mais les décisions sont nécessaires dans ce processus-là. Ouais. Il y a souvent la sensation ou le sentiment de culpabilité. Hein? De dire, il faut que je me sépare de mon proche pour pouvoir l'envoyer dans un autre milieu. Et ce sentiment de culpabilité-là, il faut qu'il se transforme en un sentiment de sécurité. C'est que je le transforme pour dire, je mets la personne qui a un trouble de mémoire en sécurité, et moi, je me transforme en proche aidante de qualité. Parce que je vais aller compenser pour aller passer du temps avec elle, pour regarder des photos avec elle, pour écouter de la musique. Moi, à la fin, ma mère, 2 semaines avant, puis ma mère, elle avait quand même, elle était plus capable de parler, là, c'était difficile. Tu sais, des fois, on dit, il y a des petits moments de lucidité. Je me suis assise en face d'elle, puis elle me dit, vous êtes qui, vous? Et là, j'ai pas eu un bébé. Elle ne me l'avait pas nommé jusqu'à présent. Je voyais qu'elle savait que je n'étais pas qui, mais elle ne me l'avait pas nommé. Là, il a fallu que je me dise, je me recule, puis je me dis, je suis qui, moi? Là, je ne pouvais pas lui dire, je suis sa fille, ça allait occasionner un problème de comportement. Là, j'ai pris la main, je l'ai serrée, j'ai dit, je suis quelqu'un qui prend soin de vous. Ça, c'est correct. Je suis juste là pour vous accompagner. Et là, le sourire est apparu. Ah, c'est bon. Vous comprenez? Fait que juste le fait que nous, on prend une position différente avec eux, sans nécessairement tenter de prendre la place de la fille ou du fils, bien, ça les amène dans une confrontation qu'ils n'ont pas à avoir parce qu'ils ne le comprennent pas. Si j'avais dit, je suis votre fille, mais oui, maman, je suis ta fille, je suis ta fille. Non, 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 t'es pas ma petite. Ça l'amène dans une discussion qui va nulle part, en fait. Ma mère est décédée à 80. Ah, ben, elle a vécu quand même pas mal de temps. Elle a commencé le début de la maladie, diagnostiquée à 68 ans, et elle est décédée à 80. Fait qu'elle a quand même 12 ans dans le processus, dans l'accompagnement de la maladie d'Alzheimer. Puis on a eu des beaux moments, vraiment des beaux moments. Comment? C'est le délirium? En fait, c'est que ce n'est pas nécessairement le délirium, c'est que le processus de la maladie est par étapes, que ça se dégrade tranquillement. Je vais vous l'expliquer, j'ai une belle petite slide là-dessus. Fait que ma mère, elle m'a légué une belle histoire de vie, une belle expérience de vie qui fait qu'aujourd'hui, ben, je veux la partager. Je veux la partager en disant, ben, il y a de l'espoir. C'est difficile, mais il y a de l'espoir pour continuer d'avoir des beaux moments. Outils pratiques. Je voulais vous faire une petite révision de ce qu'on a vu. Observer, noter, consulter, s'adapter. Ça résume-tu bien? Oui. C'est pas mal ça que je vous ai raconté l'après-midi. Observer la fréquence des outils, l'impact de la vie quotidienne, le changement de l'humeur. On observe tout ça. Notez, tenir un petit journal des comportements inhabituels. Vous vous rendez compte vraiment? Parce que ça va pouvoir vous aider aussi pour les médecins. Les médecins, quand ils font des évaluations, là, ils rencontrent vos parents, votre proche une fois. Ils ne le connaissent pas. C'est qui le connaît? C'est vous autres. Fait que plus que vous allez arriver avec des petits éléments qui vont comme l'aiguiller, ben, ça va être plus facile pour lui d'apposer un diagnostic. Identifier les déclencheurs possibles, ce que je vous ai énuméré tantôt. Consulter le médecin de famille, clinique de la mémoire, ressources communautaires. Il y a beaucoup de ressources communautaires. Société d'Alzheimer, l'appui. Il y en a des ressources communautaires qui sont capables vraiment de venir vous accompagner là-dedans. L'adaptation, qui est la chose la plus difficile. Simplifier l'environnement, mettre en place des repères visuels. Essayer de ne pas trop surcharger non plus les pièces. D'essayer de mettre ça le plus possible épuré. Établir des routines stables, autant que possible, mais selon son histoire de vie et ses habitudes de vie à elle. C'est comme l'histoire que je vous racontais, de donner un bain à 8 heures quand elle est habituée, peut-être, de le prendre à midi, ben elle, ça va la désorganiser. Puis demander du soutien. C'est pour ça que j'arrive avec Mémo, la boussole de la mémoire. Mémo, c'est un outil qu'on a parti, les filles, ça fait quoi, un mois et demi, où on a, en collaboration avec la QDR, avec
le CIUS de la capitale nationale, avec l'appui de la Société d'Alzheimer, le Carrefour Prochain Aidant. En fait, c'est toutes des références qui existent dans le mémo. Mémo, c'est quoi? C'est que c'est un questionnaire à peu près de 10 questions. Les gens rentrent, ils peuvent rentrer de façon confidentielle. Il y a 3 questions où ils peuvent nommer c'est quoi leur nom, numéro de téléphone, ils ne sont pas obligés. Et là, ça l'amène à des questions. Mettons la question, la première, c'est est-ce que vous habitez seul à la maison? Habitez-vous en RPA? Habitez-vous avec un conjoint-conjoint? Et d'une question à l'autre, ça l'amène à préciser et à pouvoir observer, regarder le profil et les besoins que vous avez où vous êtes rendu dans le processus. Mais Mémo, la boussole de la mémoire, sert aussi à ce que les gens puissent se questionner par rapport à où vous êtes rendu avec ce que vous observez, dans le but vraiment de guider les gens vers des ressources que vous avez besoin. OK? Fait que c'est un outil qui est accessible pour tout le monde et que vous pouvez avoir accès gratuitement. C'est pour aider le monde à pouvoir se questionner rapidement et de ne pas attendre trop tard dans le processus. Fait que c'est conçu pour les prochains aidants, les personnes se questionnant sur un trouble de la mémoire. Ça peut même être la personne en début de maladie qui, elle, se questionne, mais elle ne veut pas trop en parler tout de suite. Elle ne sait pas trop. Tu sais, ça peut être aussi ça. Afin de vous aider à trouver rapidement les bonnes ressources qui sont disponibles pour vous, vous aider selon le besoin, en collaboration avec des partenaires et des collaborateurs, puis un outil simple pour aider à s'orienter, se poser les bonnes questions et trouver des ressources. Tous ensemble pour vous accompagner. Suzanne et Ariane sont là. Il y a un petit code QR ici. Ils vont vous le montrer tantôt. Si vous voulez vraiment faire un test avec eux, ils sont là pour vous répondre puis pour vous aider à pouvoir avoir accès sur le site. Pour avoir accès, c'est la boussole de la mémoire.ca sur le site Internet. OK? Fait qu'en photographiant le code QR, là, vous allez avoir accès directement. C'est un petit outil qu'on a créé parce qu'on s'est rendu compte que dans nos milieux, entre autres à Humanité, étant donné qu'on est spécialisé dans la maladie d'Alzheimer et les troubles de la mémoire, des gens appelaient et nous posaient des questions. C'est quoi qu'on peut faire? Où on peut aller? Il y a full d'informations sur le site Internet, bon. Mais c'est beaucoup, et c'est souvent tout séparé par communauté, par communautaire ou par le CIUS. Là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rassemblé par quelques questions pour vous diriger au bon endroit, que ce soit le 811 avec le CIUS de la capitale nationale, que ce soit l'appui, Carrefour Prochain Aidant et compagnie. C'est bon pour ça? Ouais. Et je vous laisse avec quelques petits... Moi, ça me parle. C'est un beau sourire, hein? Mais ça existe encore avec la maladie d'Alzheimer et les troubles de la mémoire. Nous autres, notre responsabilité en tant que prochain aidant, c'est de participer à ce rayonnement-là. C'est qu'on puisse avoir ces moments de bonheur-là encore. Ça, c'est ma mère. C'est ma petite maman avec le bonhomme carnaval. Elle s'était fait un réseau d'amis. Elle était Alzheimer, diagnostiquée. Là. Elle était quand même rendue à mi-parcours, et même aux 3/4 du parcours de la maladie. Mais elle réussissait quand même à bien s'intégrer et les gens le savaient. Ils l'intégraient bien dans la résidence. C'est une petite photo qu'on a prise avec les coalliés, elle était contente, mais on voit, dans son visage, elle avait commencé à maigrir, c'était plus comme difficile, mais il y avait encore du rayonnement. Elle riait encore, elle avait du bonheur. Et ça, c'est beaucoup en fin de parcours à la résidence. On voyait vraiment qu'il fallait la tenir, c'était plus fragile, mais vous remarquez le sourire. Le sourire est encore là. Et c'est ce sourire-là qu'on veut voir sur la personne qui est atteinte.